Bonjour à tous. Dans cette vidéo qui se voudra volontairement fournie, je vais vous démontrer comment certaines autorités d'État, en instrumentalisant une religion, ont mis en danger ma femme, mes enfants, moi-même, ainsi qu'une personne de mon entourage en s'appuyant sur des éléments totalement mensongers, calomnieux, dont j'ai pourtant apporté la preuve de la fausseté par des éléments matériels indiscutables. Malgré ces preuves, le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Jacques Witkowski, a envoyé un commando armé et cagoulé de la police nationale à mon domicile à 6 h du matin. Commando qui a braqué mon épouse et mes enfants avec des armes de guerre pour simplement repartir sans n'avoir rien découvert. Retour sur les faits. Le 28 juin 2024, il m'a été demandé de me présenter au commissariat d'Aulnay-sous-Bois pour me remettre un document émanant du ministère de l'Intérieur. Il m'a été signifié qu'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, MICAS, avait été émise à mon encontre. Ce document m'impose une restriction drastique de ma liberté d'aller et venir sur le territoire national et international pendant une durée de 3 mois qui se matérialise par l'interdiction formelle de quitter la commune de Sevran pendant toute la période déterminée, à savoir du 28 juin 2024 au 28 septembre 2024. Une obligation de me rendre chaque jour à 10 h 30 au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, y compris les dimanches et jours fériés, afin de confirmer ma présence par une signature, ce qu'on appelle familièrement un pointage quotidien. Une interdiction de me rendre dans un certain périmètre de Sevran définie sur une carte le 25 juillet 2024 entre 11 h et 14 h, date de passage de la flamme olympique sur la ville. Cette atteinte à ma liberté constitutionnelle d'aller et venir est motivée par des éléments que je vais vous exposer point par point en y apportant mon contradictoire afin de rétablir la vérité. Voici le premier élément. Considérant en premier lieu que l'intéressé, individu radicalisé et conseiller municipal causant de nombreux troubles à l'ordre public, s'est introduit dans des bâtiments publics avec la complicité d'une personne connu pour son profil salafiste et impliqué dans des activités sportives au sein de la mosquée dite des Radars à Sevran, 93, fréquentée par des personnes pro-djihadistes. Ce premier élément est le plus dangereux. Mon acolyte, qui est facilement identifiable et dont l'identité a été confirmée dans d'autres documents, est décrit comme une personne salafiste impliquée dans des activités sportives auprès de personnes pro-djihadistes au sein de la mosquée dite des Radars à Sevran. Cette personne est pourtant issue d'une famille chrétienne et n'a jamais embrassé la religion musulmane. Comment peut-il donc être qualifié de salafiste alors qu'il n'est pas musulman? Il n'a jamais fréquenté de mosquée, donc n'a jamais été impliqué de près comme de loin dans des activités sportives au sein d'une mosquée fréquentée par des pro-djihadistes qui souhaitent partir au combat. À l'époque de cette mosquée des Radars à Sevran, des enquêtes ont été menées, des personnes interpellées, mais son nom n'a jamais été présent dans les procédures judiciaires et administratives relatives à cette organisation. Comment aurait-il pu en être autrement alors qu'il n'a jamais fréquenté ce lieu et n'a jamais été impliqué dans des activités criminelles terroristes? Mais comment une information aussi mensongère, pourtant facilement vérifiable, peut-elle être présente dans des fiches de renseignement des services de l'État? Comment se fait-il que cette information n'ait pas été vérifiée avant d'être utilisée à des fins privatives de liberté? Si mon acolyte décide de se rendre à l'étranger et que sa fiche de renseignement est partagée avec les autorités du pays en question, que risque-t-il de lui arriver? Si ce pays ne souhaite accueillir aucun salafiste sur son sol, qui ne veut sur son territoire aucune personne ayant des liens avec des activités terroristes, quel sort pourrait-il lui réserver, sachant qu'il est décrit comme formateur de djihadistes prêts à partir mourir sur le théâtre de guerre? Les autorités du pays pourraient simplement organiser sa disparition. Il pourrait sinon se faire arrêter sur des motifs fallacieux, se faire emprisonner. Et je ne pense pas que l'État français, en l'occurrence le Quai d'Orsay, se battrait pour le faire rapatrier en France au vu de la manière dont il est décrit par les services du renseignement. Il ne peut donc pas voyager au risque d'une atteinte directe à sa vie. Mais au-delà même de voyager, sa simple présence sur le territoire français n'est pas dépourvue de risque pour sa vie. Imaginez si sa fiche tombait entre les mains d'une personne de l'ultra-droite radicale qui pense avoir affaire à un formateur de djihadistes. Quelle pourrait être sa réaction? Au vu du climat actuel en Grande-Bretagne,
Il n'est pas impossible qu'une personne puisse prendre les armes et mettre fin à sa vie en s'étant basée sur des informations d'État pourtant complètement erronées. Sa vie est donc menacée. Il est contraint de vivre avec une cible dans le dos, cible que n'importe quel fou pourrait utiliser pour assouvir une passion mortifère. Concernant les nombreux troubles à l'ordre public, comment est-ce possible alors que je n'ai jamais été condamné pour ce motif, ni pour quelconque autre infraction, que je n'ai jamais été placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public, ni pour quelconque autre motif, et que je n'ai jamais fait l'objet d'une arrestation pour de tels faits, ni pour d'autres. C'est une affirmation complètement mensongère basée sur rien, justement, et c'est là que réside le problème. Le deuxième élément est le suivant. Le 8 novembre 2017, ils se sont rendus à l'Élysée se présentant faussement comme journalistes indépendants pour dénoncer les discriminations au sein de la RATP. Mon acolyte et moi, nous sommes effectivement rendus au palais de l'Élysée le 8 novembre 2017. Premièrement, la qualité de journaliste indépendant n'est pas soumise à une réglementation stricte. Le travail que nous menons avec nos organisations associatives peut aisément être présenté comme un travail journalistique au vu de notre CV en la matière, et cela ne serait pas une tromperie de nous présenter en tant que tel. Néanmoins, ce n'est pas en tant que journaliste indépendant que mon acolyte et moi-même nous sommes présentés, mais comme victime de discrimination et de harcèlement pour lui, comme militant associatif l'accompagnant dans ses démarches judiciaires et administratives pour ma part. Ce combat mené contre les discriminations n'était pas au sein de la RATP, mais à la SNCF, comme en témoignent de nombreux articles de presse, des courriers envoyés à différents ministères ainsi qu'au président de la République en personne. Comment donc les services de renseignement ont-ils pu encore se tromper à ce point dans la transmission de leurs informations? Il faut savoir que ce combat a été soutenu par de nombreuses personnes, y compris des élus de la ville de Sevran qui ont approuvé leur appartenance au comité de soutien de la victime. D'autres nous ont affirmé leur soutien oralement ou par d'autres moyens que nous avons à disposition. Cette visite à l'Élysée du 8 novembre 2017 avait même été accompagnée du précédent maire de Sevran qui, au vu de la gravité des faits dénoncés et de l'urgence à agir pour protéger des victimes reconnues, s'était lui aussi solidarisé dans ce combat républicain. Encore une fois, ces accusations mensongères auraient pu aisément être vérifiées avant de servir d'argument accusatoire à tort. Nous voici maintenant au troisième élément. Le 11 juin 2019, ils ont fait l'objet d'un signalement du service de la protection de l'Assemblée nationale suite à leur comportement suspect aux abords de l'édifice. Le 11 juin 2019, nous nous sommes effectivement rendus à l'Assemblée nationale. Une fois arrivés sur place, nous avons nous-mêmes été nous présenter au service de police pour leur indiquer la raison de notre présence. Nous souhaitions solliciter la solidarité républicaine de nos parlementaires sur le combat contre les groupuscules d'ultra-droite prônant l'apologie du nazisme et qui souhaitent exterminer les personnes d'origine africaine, maghrébine ou de confession musulmane. Ces propos n'étaient pas les nôtres, mais ceux du défenseur des droits qui, en 2014 et 2015, a produit 2 rapports accablants en ce sens, avec des éléments factuels à l'appui de leurs conclusions. Ce jour-là, nous avons échangé avec des députés de notre nation, en avons même rencontré certains ultérieurement pour mettre en place cette solidarité républicaine. Voici le mail qui a été envoyé suite à ces rencontres aux abords de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur le député ou madame la députée, j'espère que vous allez bien. Suite à notre rencontre d'hier devant l'Assemblée nationale, je vous envoie comme convenu le document que notre association a reçu de la part de monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, sur le combat mené par notre association contre des groupuscules d'ultra-droite radicale. Nous l'avions averti de la gravité des faits par un courrier à son attention. Comme nous vous l'avons exprimé, nous souhaitons mobiliser la solidarité de nos parlementaires sur cette question, parallèlement au travail de la justice. Nous pourrons ainsi mettre en lumière auprès de nos concitoyens toutes les personnes qui se mobilisent autour de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques délictueuses. Merci de me communiquer vos disponibilités afin de convenir d'un entretien lors duquel nous pourrons vous exposer les éléments du dossier. Je vous remercie encore de l'attention particulière que vous nous avez accordée hier. Bien à vous, Monsieur Jules Sullivan. Voilà donc ce que des agents du renseignement français qualifient de comportement suspect, c'est-à-dire un combat républicain dans lequel
La solidarité parlementaire peut aider à empêcher la résurgence d'une idéologie ayant engendré les heures les plus sombres de notre histoire. La motivation suivante est celle-ci. L'intéressé s'est défavorablement fait connaître des services de police en 2019 pour diffamation envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, la victime ayant déposé plainte en raison de 2 vidéos diffamantes publiées sur les réseaux sociaux. Stéphane Blanchet, maire de Sevran, a effectivement déposé plainte contre mon acolyte et moi-même pour 2 vidéos qu'il jugeait diffamatoires et portant atteinte à son honneur. Sauf que la justice a attesté, et de manière définitive, que ces vidéos n'étaient pas diffamatoires ou diffamantes, et qu'elles ne portaient pas atteinte à son honneur malgré la gravité des propos tenus à juste titre. Voici quelques extraits de cette décision judiciaire définitive. Il n'est pas contestable que le sujet abordé dans ces vidéos et à l'occasion duquel les propos ont été tenus est d'intérêt général s'agissant de logement, de salubrité publique et de la responsabilité du maire de la ville où se situe l'immeuble en question. La vidéo pose le débat en lien avec la politique gouvernementale en matière de logement en reprenant des interviews du ministre de la Ville et du Logement sur une chaîne de télévision. La qualification de marchand de sommeil utilisée par les prévenus est destinée à marquer les esprits sur la gravité de l'insalubrité de l'immeuble. Quant à l'allusion aux trafiquants de drogue, la Cour relève que c'est le ministre lui-même qui, dans cette interview, assimile les marchands de sommeil à des trafiquants de drogue et envisage des peines équivalentes, de sorte que cette référence faite par les prévenus dans leur vidéo n'impute pas directement au maire de se rendre coupable de trafic de drogue, mais est destinée à rappeler qu'en se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent, celui des trafiquants de drogue, tel qu'envisagé par le gouvernement. Outre les témoignages et images du logement concerné insérés dans les vidéos établissant l'insalubrité de l'immeuble, les prévenus produisent des attestations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos tenus au soutien des habitants d'un immeuble insalubre et s'interrogeant sur les pratiques de la mairie, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, ne dépassaient pas les limites admissibles à la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme vous pouvez le constater, nous avons accusé le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, d'être un marchand de sommeil, comparable dans le traitement judiciaire à un trafiquant de drogue et qu'il devait aller en prison pour s'être rendu coupable d'escroquerie au jugement afin de mettre à la rue un militant des droits humains. En première instance, à Bobigny, les juges nous avaient condamnés à des amendes symboliques, espérant certainement que nous ne ferions pas appel de la décision. Mais nous avons immédiatement interjeté appel de la décision, qui était donc suspensive. Malgré cette suspension, le maire avait osé affirmer dans le journal de la ville de Sevran que j'avais été condamné sans préciser qu'un appel avait été interjeté. Il n'a par la suite jamais, et je dis bien jamais, rectifié cette fausse information, même après avoir été intégralement débouté en appel. Il ne s'est jamais excusé pour les propos qu'il avait tenus publiquement à mon encontre et à l'encontre de mon acolyte. Je lui ai même déposé un courrier officiel lui réclamant réparation dans le journal de la ville, courrier qu'il a méprisé comme la majorité de mes correspondances. Vu que nos propos n'étaient pas diffamatoires, nous avons à notre tour déposé plainte pour les faits que nous lui reprochions dans ces vidéos et une information judiciaire devrait bientôt être ouverte par un magistrat instructeur suite à notre saisine. M. Blanchet est donc en partie responsable de cette mesure à mon encontre par des propos mensongers non rectifiés et pour lesquels il n'a jamais présenté ses excuses. Mais sa responsabilité ne s'arrête pas là. Le prochain élément en atteste. Le 12 octobre 2021, l'intéressé et son acolyte ont tenté à nouveau de pénétrer dans l'enceinte de la mairie de Sevran, dont l'accès leur avait été refusé pour s'expliquer avec le maire au sujet d'un article de presse qui mentionnait sa condamnation pour diffamation à l'encontre du maire et ont proféré des menaces de mort à l'encontre d'un cadre de la mairie. À la suite de cette tentative d'intrusion, l'édile a dû fermer la mairie pendant 2 jours pour les empêcher de rentrer et a dû mobiliser des policiers municipaux pour la protection des locaux et des agents travaillant dans l'établissement. Là encore, les contre-vérités sont flagrantes. Les renseignements sont corrects quant au fait que mon acolyte et moi-même nous sommes présentés à la mairie le 12 octobre 2021 pour exiger une correction de la publication du maire Stéphane Blanchet qui avait affirmé ma condamnation sans préciser qu'un appel avait été interjeté.
Par contre, plusieurs éléments sont choquants. Comment se fait-il que moi, qui suis élu de la République, conseiller municipal de la ville de Sevran, et mon acolyte que j'avais mandaté pour représenter mes intérêts, ayant été refusés d'accéder à la mairie qui est un bâtiment public appartenant au peuple français. Même la partie publique du bâtiment, pourtant accessible à tous, nous a été refusée. Avant de nous rendre en mairie, nous avions alerté les autorités judiciaires de nos motivations en précisant qu'aucun trouble à l'ordre public ne serait à constater sur place, que nous y allions pour exiger un rectificatif de publication suite à des propos diffamatoires tenus à mon encontre par le maire. Nous avons demandé à ce que le procureur de la République soit informé en personne de notre volonté afin qu'il se manifeste en cas d'incompatibilité de notre action avec le respect de la loi. Mais aucun élément légal ne nous empêchait de nous rendre en mairie pour exiger le rétablissement d'un droit bafoué par le premier magistrat de la ville. Nous refuser l'accès à la mairie est constitutif d'une discrimination pénale. Il est important de savoir qu'une information judiciaire a été ouverte par un juge d'instruction contre Stéphane Blanchet pour différentes actions discriminatoires à mon encontre et à l'encontre de mon groupe politique. Il est dit également que nous aurions proféré des menaces de mort à l'encontre d'un cadre de la ville, en l'occurrence le directeur général des services, mais si tel avait été le cas, et que la police municipale était présente, car elle était bien présente ce jour-là, pourquoi n'avons-nous pas été interpellés ? Pourquoi la plainte qui a été déposée par la personne en question n'a connu aucune suite judiciaire, les agents de police nous ayant affirmé en personne que cette plainte était ubuesque ? Car aucune menace n'a été proférée. Si nous avions eu une telle attitude, pourquoi la police nationale ne s'est-elle pas déplacée ? Elle a pourtant été appelée par la mairie de Sevran. Mais connaissant nos motivations et notre manière d'agir, toujours respectueuse de la loi, elle n'a pas considéré légitime de venir. Soi-disant, le maire aurait dû fermer la mairie pendant 2 jours pour protéger les fonctionnaires de la ville. Mais qu'un seul fonctionnaire vienne apporter des éléments factuels qu'un jour, nous aurions tenu des propos menaçants ou aurions eu une attitude menaçante envers l'un d'entre eux. C'est impossible, car il n'en a jamais été question. Vous connaissez mon engagement pour le respect des agents du service public, que j'accompagne régulièrement dans leur procédure contre le maire Stéphane Blanchet. De telles accusations sont complètement irréelles. Une procédure pour dénonciation calomnieuse va donc être engagée contre cette personne qui a clairement menti sur nos personnes et nos agissements. Il faut savoir qu'1 mois auparavant, le maire m'avait envoyé un courrier dans lequel on peut lire : Monsieur Jousse, le 6 septembre 2021 à 15h, vous vous êtes introduit dans les locaux de l'hôtel de ville avec monsieur sans rendez-vous, en forçant l'entrée, profitant du passage d'agents municipaux. C'est, depuis le début de votre mandat, la 3e fois que cela se produit. Monsieur Jousse, je vous avais écrit le 25 mai 2021 que je n'admettrai de votre part ni d'un autre élu de l'opposition ou de la majorité aucune pression, aucune tentative de déstabilisation des agents dont j'assure la protection. Je n'admettrai encore moins que vos interventions empêchent le déploiement du service public. J'alerte ce jour même les services de police nationale et monsieur le préfet de vos agissements répétés. Voilà donc ce que les mensonges du maire auprès des autorités administratives et judiciaires ont comme conséquence sur ma propre personne. Si j'avais une seule fois forcé l'entrée de la mairie, menacé un agent du service public ou empêché le déploiement du service public, comment se fait-il que je n'ai jamais été poursuivi judiciairement pour ces faits, bien que Stéphane Blanchet ait relaté ces prétendus faits aux autorités judiciaires et administratives ? Il faut bien savoir qu'il y a une différence entre le sentiment de Stéphane Blanchet et la réalité judiciaire des faits exposés. Comment se fait-il que la police ne soit jamais intervenue pour me placer en garde à vue et relater les faits au procureur de la République ? Moi qui n'ai donc jamais été condamné par la justice, qui n'ai jamais effectué la moindre minute de garde à vue tout au long de mes 40 années de vie, certaines autorités d'État me considèrent aujourd'hui comme, je cite, « Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. Sullivan Jousse constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. » De qui se moque-t-on ?
Le second paragraphe motivant ma privation arbitraire de liberté concerne un pan de ma vie privée que je n'avais jusqu'alors jamais abordé en tant qu'élu de la République, mais la situation m'oblige à le faire. On me reproche d'être musulman, soi-disant radicalisé, d'être en contact régulier avec des personnes ou des organisations à caractère terroriste, et ce depuis 2015. Je suis issu d'une famille catholique. Mon père était un militaire appartenant à l'armée de l'air. Mon grand-père paternel a été directeur général des services d'une ville connue dans le nord de la France. Mon arrière-grand-père maternel était résistant et mort pour la France. Titulaire de la médaille de la Résistance, son nom figure sur le monument aux morts de Maubeuge et sur d'autres édifices. J'ai donc été élevé dans le respect des principes républicains, dans l'amour et le service de la patrie. La laïcité, principe fondamental de notre pacte républicain, m'a permis de découvrir une spiritualité différente que j'ai embrassée avec toute ma sincérité. Je l'ai pratiquée, parfois intensément, sans jamais porter atteinte à l'intégrité physique ou émotionnelle de mes concitoyens. Fidèle à mes valeurs éducatives de tolérance et de respect, je n'ai jamais commis au nom de ma religion, ou ne serait-ce tenté de commettre, la moindre action contraire au pacte républicain qui nous unit sous la diversité de nos couleurs, de nos cultures, de nos coutumes et de nos spiritualités. Lors de mon cheminement spirituel, j'ai découvert de nombreux points communs entre les valeurs de ma religion et celles de ma nation, notamment en termes de solidarité, de respect et d'aide aux plus fragilisés. Et un adage dit que l'amour n'existe pas, qu'il n'existe que des preuves d'amour. J'ai donc décidé de mettre en action mon attachement aux valeurs de la République française qui m'ont permis de découvrir le sacré de ma religion sous l'égrégore du siècle des Lumières. C'est donc en 2010 que j'ai entamé ma vie de militant associatif au sein d'une organisation dont l'objet est le soutien et la promotion des droits humains. En 2015, année à laquelle on me reproche d'avoir une pratique rigoriste et d'être en contact avec des personnes et des organisations terroristes, j'interviewais pourtant de nombreux acteurs de notre République sur des sujets toujours en lien avec le respect des droits humains. Ainsi, avec l'association qui m'a accueilli, j'ai interviewé en 2015 Madame Anne-Claire Mialot, alors secrétaire générale du laboratoire de l'égalité, devenue par la suite préfète déléguée à l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis, puis présidente de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU. J'ai également interviewé M. Michel Frances, député de la 3e circonscription de l'Oise, au sein même de l'Assemblée nationale. Le député nous avait fait visiter l'hémicycle et m'avait même fait monter au perchoir. J'ai interviewé Madame Isabelle Lonvis-Rom en sa qualité de magistrate à la Cour d'appel de Versailles. Elle devint par la suite ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances sous le gouvernement de Madame Elisabeth Borne. En 2016, j'ai pu interviewer le préfet de l'Oise, M. Emmanuel Berthier, le sénateur Maurice Antiste, la députée Erika Bareitz, même M. Olivier Stier, figure emblématique de la Ve République, m'avait permis de réaliser une vidéo portrait de son engagement au service de différents chefs d'État. J'ai surtout interviewé M. Pierre Engar, secrétaire général du comité interministériel de la prévention à la délinquance et de la radicalisation, qui avait dit à propos de nos actions. Je trouve d'abord, vous savez que notre mission est surtout par rapport à la violence, donc c'est pour ça que j'ai accepté votre interview. C'est parce que je trouvais qu'on partageait à peu près les mêmes objectifs. Et cette solidarité, cette capacité que l'on pourrait avoir les uns, de travailler avec les autres, de se rapprocher des autres, de partager des intérêts communs avec les autres. Donc si c'est comme ça que vous définissez votre solidarité, moi je m'y retrouve totalement. Moi je trouve que votre slogan est même à la limite dans l'air du temps. Ce que nous combattons aujourd'hui, c'est la radicalisation violente, c'est la notion de violence dans cette radicalisation. Parce que on pourrait imaginer que des gens s'enferment dans des formes de radicalité qui ne soient pas violentes. C'est dommage, parce que ça ne favorise pas le vivre ensemble. Mais quand ils rentrent dans une dimension de violence, ça devient catastrophique pour la cohésion nationale. Et comment peut-on imaginer de faire de la cohésion nationale sans de la solidarité ? Comment peut-on le concevoir? Et donc moi je suis très sensible à votre slogan que j'ai trouvé très intéressant depuis la première fois qu'on s'est vu, et c'est pour ça que j'ai accepté de me plier à votre exercice d'interview, parce que je trouve que
votre slogan et les valeurs que vous défendez me semblent être aujourd'hui importantes pour notre République. Oui, M. Ngahan était en charge de la prévention de la radicalisation. J'ai également interviewé M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il était venu à Sevran, alors que ce dernier n'a accordé aucune interview aux médias de grande écoute ce jour-là. Cette interview avait été possible grâce à l'ancienne préfète déléguée à l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis, qui a loué nos valeurs ainsi que la qualité de notre travail auprès du ministre. Comment donc, si je constituais une menace d'une particulière gravité pour les intérêts de la nation française, que j'étais en lien direct avec des organisations et des personnes à caractère terroriste, aurais-je pu être invité dans des ministères, au Sénat, à l'Assemblée nationale, m'entretenir avec autant d'acteurs de la nation française? Comment aurais-je pu en 2022 être intronisé auprès du président de la République afin de l'interpeller sur une problématique de taille concernant notre territoire sevranais? Sachez que ma spiritualité ne m'a jamais entravé dans mon exercice associatif au bénéfice de la défense des droits humains. Il m'est reproché d'avoir été en contact avec des personnes potentiellement dangereuses sans que je le sache. Mais n'est-il pas de la responsabilité de l'État de mettre hors d'état de nuire des individus représentant une menace réelle pour le pays si des faits factuels permettent leur incarcération? L'État m'aurait-il directement mis en danger ainsi que mes concitoyens en laissant des personnes dangereuses graviter autour de moi et sur le territoire national? Si fréquenter certaines personnes libres de circuler sur le sol français justifie aujourd'hui ma privation de liberté, pourquoi M. Macron ne serait-il pas soumis au même régime pour avoir fréquenté et fréquenter encore des personnes condamnées définitivement par la justice? Je n'ai jamais été auditionné pour des affaires de terrorisme ou de radicalisation, encore moins condamné. Alors, que me reproche-t-on? D'être musulman? Aurais-je été soumis à une niqab si je ne l'avais pas été? Pourquoi mon acolyte, dépeint comme un formateur de djihadistes souhaitant aller mourir sur le théâtre de guerre, pourquoi lui n'a fait l'objet d'aucune restriction de liberté? Pourquoi n'ai-je pas été interdit d'entrer en contact avec lui? Pourquoi n'a-t-il jamais été poursuivi pour ses prétendues activités terroristes? Très certainement car ils savent que tout cela est totalement mensonger. Et d'un autre côté, vous avez le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, qui a reconnu publiquement avoir versé de l'argent public sur le compte d'un agent de la ville pourtant incarcéré, qui a extorqué des familles et menti à la justice pour vendre un bâtiment communal. Mais lui n'est aujourd'hui pas considéré comme une menace réelle d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publique. Fait-il l'objet d'une mesure administrative d'éloignement de la ville? Non. Et il a même participé à cette cabale contre moi, car certains motifs invoqués pour ma détention communale émanent de sa personne. Comment donc justifier que moi, qui n'ai fait l'objet d'aucune condamnation, ni même d'une garde à vue, qui fréquente des personnes que l'État laisse libres de circuler sur notre sol, je fasse l'objet de cette détention communale? J'ai toujours lutté contre le terrorisme, qu'il soit physique ou psychologique. J'ai également créé mes associations, dont l'une a bénéficié de subventions d'État, alors que j'en suis le président. Comment l'État aurait-il pu financer les actions d'une association présidée par une personne soi-disant radicalisée et en lien régulier avec des organisations terroristes? N'y a-t-il pas une incohérence flagrante? Récemment, j'ai effectué une intervention auprès d'adolescents au sein du centre de loisirs jeunes de la police nationale de la ville de Creil, le CLJ. Si mon mandat municipal s'exerce à l'intérieur des frontières sevranaises, ma qualité de personne chargée d'une mission de service public et ma solidarité ne se restreignent pas à ce périmètre géographique. Le sous-préfet de l'Oise a assisté à cette intervention et m'a accordé une interview suite à cette action, comme vous pouvez le constater sur ces images. Je crois que la première chose, et j'ai eu l'occasion de vous le dire aussi en séance, c'est la grande qualité de l'intervention. Donc ça, je tiens à le souligner. Les jeunes de Creil, du plateau, ont besoin de ces interventions de qualité. On a besoin de s'ouvrir au monde. On a besoin de savoir ce que c'est que la loi, ce que c'est que de connaître ses droits, ses devoirs. Vous avez parlé de la légitime défense, par exemple. Bien comprendre que la violence, ça ne doit pas être un acte réflexe ou quelque chose de quotidien. C'est absolument fondamental. On a évoqué aussi donc la justice
juste parité entre les ados, entre les filles et les garçons, très important aussi, puisque on a absolument besoin de cette grande ouverture d'esprit pour tout le monde, pour la réussite, pour l'ambition. Donc je crois que voilà, là c'était un rendez-vous important et je suis très heureux d'avoir pu passer une tête à l'occasion de la fin de la séance. Là. Tous ces éléments, qui ne sont pas exhaustifs, ont été produits dans les observations écrites que j'ai transmises aux autorités d'État. En effet, j'avais 8 jours pour apporter mes observations écrites auprès du ministre de l'Intérieur et pour demander à être reçu en préfecture pour apporter mes observations orales. Rentrons maintenant dans l'analyse de cette situation et des suites que j'y ai données. Considérant la fausseté des éléments produits dans un document officiel émanant d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, il m'a été conseillé de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique. L'article 226-10 du Code pénal définit la dénonciation calomnieuse comme la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Concernant le faux en écriture publique, l'article 441-4 du Code pénal dispose que le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions et de sa mission. Il faut savoir qu'il existe 2 types de faux. Le faux matériel, lorsqu'un document non officiel est trafiqué pour en donner l'aspect d'un vrai, et le faux intellectuel, qui est vrai dans sa conception matérielle, mais faux dans son contenu. Cette MICAS constitue donc un faux intellectuel en écriture publique, passible d'une réclusion criminelle de 15 années. Vous pensez maintenant peut-être, ou certainement, que j'en veux au ministère de l'Intérieur qui a émis cette mesure administrative à mon encontre. Initialement, non. Dans ce genre de situation, il faut garder la tête froide et ne pas sombrer dans une émotivité qui vous fait perdre tout discernement. Le ministère de l'Intérieur n'a fait que se baser sur des renseignements qui lui ont été transmis par des agents du renseignement ou par des autorités administratives. Il a fondé sa décision sur des éléments qui lui ont été présentés et qu'il pense être sincères car émanant de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. Il sait que procéder à de fausses déclarations est sévèrement réprimé par la loi. Il fait donc confiance aux personnes qui lui ont présenté ces éléments. Et donc ce sont ces personnes qui sont à mettre en cause dans un premier temps, car elles ont transmis de fausses informations sans les avoir vérifiées au préalable, ou en sachant pertinemment qu'elles étaient des contre-vérités établies. En agissant de la sorte, elles ont produit des éléments mensongers en ayant pour objectif de tromper la religion des autorités administratives et ainsi obtenir une décision en leur faveur, à savoir la privation de liberté. Cela s'appelle dans le jargon juridique une escroquerie au jugement, un délit pénal passible d'une peine d'emprisonnement. Cette escroquerie a été possible grâce à des documents officiels dont le contenu est mensonger, ce qui caractérise le faux en écriture publique. Il y a donc dans cette France des agents du renseignement qui produisent, émettent et transmettent de fausses informations sur des citoyens, ce qui peut avoir des conséquences judiciaires et administratives désastreuses. Je considère aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, à ce stade de la procédure, comme victime, car je peux comprendre qu'il souhaite préserver l'organisation des Jeux Olympiques. Au vu des informations mensongères proférées à mon encontre et celles de mon acolyte, il est compréhensible qu'une mesure de précaution et d'éloignement ait été envisagée. Par contre, j'ai produit 21 pages de contradictoire qui vient démontrer point par point la fausseté des éléments présents dans cette MICAS. Je les ai fait signifier au ministère par un huissier de justice en respectant le délai qui m'était imposé. J'ai également été reçu en préfecture avec mon acolyte que j'avais désigné en qualité de conseil afin de présenter nos observations orales. Nous avons été reçus par le directeur adjoint de cabinet du préfet et lui avons également laissé nos observations écrites.
Nous en avons profité pour demander un rendez-vous avec le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Jacques Witkowski, car nous cherchons à le rencontrer depuis plusieurs années maintenant. Depuis sa prise de poste, ce dernier n'a jamais, et je le redis bien, jamais voulu nous recevoir malgré tous les éléments factuels que nous souhaitions lui apporter sur des problématiques concernant notre ville de Sevran. Même après notre relaxe judiciaire définitive, il n'a pas voulu nous recevoir alors que le maire de Sevran avait calomnié à plusieurs reprises nous concernant. J'ai parallèlement complété ma plainte initiale en y ajoutant une infraction majeure qui fait partie des crimes que notre nation considère parmi les plus abominables. L'article 432-4 du Code pénal dispose le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 € d'amende. Les personnes qui ont ordonné et qui savent que ma privation de liberté est arbitraire, sachant qu'elle est ordonnée pour 3 mois consécutifs, bien loin des 7 jours mentionnés dans l'article, encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Cela en fait un acte plus grave que la majorité des infractions liées au terrorisme, qui sont réprimées pour la plupart d'entre elles de façon moins sévère. En matière d'infractions à caractère sexuel, seul le viol ayant entraîné la mort de la victime est puni d'une peine équivalente. Cela nous démontre la gravité de l'infraction commise à mon endroit et des peines encourues par certaines personnes dans ce dossier. J'ai également ajouté dans cette plainte l'infraction mentionnée à l'article 432-5 du Code pénal qui dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ayant eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Étant donné que j'ai alerté différentes autorités dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public sur la privation illégale de ma liberté, toutes les personnes qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme sans délai ou qui n'ont pas saisi l'autorité compétente pour le faire sont également sujettes à une condamnation pénale. Peut-être que certains l'ont fait, mais que les autorités ayant le pouvoir de mettre un terme à cette privation arbitraire de liberté sont restées inertes, auquel cas elles ne seront pas condamnables si elles apportent la preuve factuelle de leur alerte. Après ce dépôt de plainte et la présentation de mes observations, aucune réponse ne m'a été octroyée de la part de l'administration ni du procureur de la République qui, selon le commandant de police d'Aulnay-sous-Bois, était censé m'appeler directement pour m'informer des suites qu'il envisageait donner à ma plainte. J'ai donc envoyé une sommation au préfet de la Seine-Saint-Denis afin de m'assurer qu'il était bien au courant de mes observations écrites et qu'il n'avait pas été victime d'un manquement délibéré d'une personne de l'administration. Un certain nombre de questions lui a été transmises par un commissaire de justice pour faire enregistrer ses réponses par un agent assermenté d'État. Cette démarche était motivée par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la DDHC, qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Une nouvelle fois, je n'ai obtenu aucune réponse à ces questions. Mais le préfet s'est quand même manifesté. Savez-vous comment? En m'envoyant un commando de police armé et cagoulé, armé de fusils d'assaut, à mon domicile à 6 h du matin. Oui, le préfet, sachant que je suis innocent, sachant pertinemment que les motivations de cette Mika sont mensongères, a saisi la juge des libertés de la détention, JLD, afin qu'elle autorise cette visite à mon domicile. Il a de nouveau utilisé des éléments mensongers pour tromper le discernement de la juge et ainsi obtenir une décision en sa faveur. Il s'est donc lui aussi rendu coupable d'une escroquerie au jugement. Pour le faire, il a produit un document officiel afin de motiver sa requête, comme on peut le voir sur le procès-verbal d'intervention de la police. En utilisant les mêmes motivations que celles de la Micas, il a donc produit des éléments calomnieux et mensongers en pleine connaissance de cause.
Comme j'avais contesté ces mensonges dans mes observations écrites, le préfet a tenté d'être plus précis dans ses motivations en y ajoutant certains éléments, parfois en étant plus précautionneux dans le langage, mais ses motivations présentées à la JLD étaient tout aussi fallacieuses. Il a donc produit un faux en écriture publique pour étayer son escroquerie au jugement. J'estime alors que la juge des libertés de la détention a été victime du machiavélisme du préfet. Cette manœuvre avait pour but, tout au moins pour effet, de venir terroriser ma famille. Nous avons été réveillés, ma femme, mes enfants et moi-même, par le bruit sourd du bélier qui a défoncé la porte de notre appartement. Puis, rapidement, le commando armé a investi les lieux et braqué l'intégralité des membres de ma famille présents sur place. Ma femme et mes enfants sont restés prostrés. Quant à moi, qui me suis levé d'un coup pensant à une explosion dans l'appartement, je me suis retrouvé en ouvrant la porte de ma chambre, nez à nez avec un fusil d'assaut. Qu'aurait-il pu se passer lors de ces quelques secondes? Regardez ce que la juge des libertés de la détention a rédigé à cause du préfet dans les motivations de sa décision. Les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public en raison du comportement de Joe Sullivan. Par ailleurs, il apparaît de ces mêmes renseignements qu'il existe des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Imaginez donc, lorsque j'ouvre la porte brusquement, que l'officier de police perde son sang-froid et tire en pensant avoir affaire à un terroriste. L'aurait-on blâmé s'il avait dit s'être retrouvé nez à nez avec un terroriste prêt à lui sauter dessus sans savoir s'il était armé? Si, dans sa volonté de préserver sa pudeur, ma femme avait pris un vêtement au pied du lit pour se couvrir et qu'un fonctionnaire avait tiré sur elle en disant ne pas savoir si elle s'apprêtait à prendre une arme, quelqu'un l'aurait-il blâmé? Si nous avions été dans la cuisine en train de préparer un thé, bouilloire à la main, aurait-on pu nous tirer dessus comme cette femme assassinée aux États-Unis par un agent de police? Je n'imagine même pas si nous étions en train de préparer un repas, couteau à la main. Les grands journaux auraient titré « Attentat déjoué, un terroriste tué chez lui, couteau à la main, menaçant les effectifs antiterroristes venus perquisitionner son domicile. » Moi-même qui suis formateur en légitime défense, avec le canon d'un fusil d'assaut pointé sur moi à bout portant, presque à bout touchant, sachant que je suis totalement innocent. Si j'avais détourné le canon de cette arme pour me protéger, combien de balles aurais-je pris pour ce geste? Ces autorités d'État connaissent-elles des incantations pour ramener les morts à la vie? Je ne le pense pas. Heureusement que ma spiritualité m'a permis de garder mon calme et mon sang-froid. Sinon, je ne serais probablement pas là en ce moment même en train de tourner cette vidéo. Et vous m'auriez déjà enterré 6 pieds sous terre. Peut-être que certains s'en seraient réjouis, allez savoir. Mais une fois encore, je ne peux en vouloir aux agents des forces de l'ordre. Ils n'ont fait qu'appliquer les ordres qu'on leur a donnés en se basant sur des éléments mensongers produits par le préfet. Ils pensaient avoir affaire à une famille de terroristes et ont pris leurs précautions. En témoigne le PV relatant le déroulement de l'opération. Vu le risque de déperdition de documents ou données relatifs à une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, vu le comportement dangereux éventuel de Joe Sullivan et vu le risque encouru par les policiers intervenants, à 6h15, les effectifs pénètrent dans les lieux avec rigueur à l'aide des matériels mis à leur disposition et procèdent à une sécurisation des lieux. Moi, Sullivan Jous, militant des droits humains, élu de la République, luttant contre le terrorisme sous toutes ses formes, y compris le terrorisme administratif, jamais condamné par la justice, jamais mis en garde à vue, ne serait-ce qu'une seule minute, on considère que j'ai un comportement dangereux et qu'à mon contact, les policiers encourent des risques majeurs pour leur sécurité? Eh bien non, vous ne rêvez pas. C'est bien de ça dont il s'agit. Imaginez que les forces de l'ordre affirment elles-mêmes être entrées chez moi avec vigueur. Je vous laisse imaginer la scène. Alors certes, le drame ne s'est pas produit,
bien heureusement. Mais le traumatisme est établi. Les agents des forces de l'ordre se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient rien à faire chez moi, car rien ne corroborait les motivations du préfet. Ils ont découvert chez moi des livres de droit, des décisions judiciaires dans lesquelles les magistrats louaient mon combat et me relaxaient des accusations portées à tort à mon encontre. Dans le procès-verbal relatant le déroulement des faits, on peut lire « Notre visite ne conduisant à la découverte d'aucun autre élément en rapport avec les motivations de l'ordonnance de Madame le juge des libertés de la détention, mettons fin à nos opérations. » Les agents de police ont donc apporté un commencement de vérité me concernant, en attestant que je n'avais aucun lien de près ou de loin avec des organisations ou des individus terroristes, et que mon comportement ne présentait aucune dangerosité pour la nation française. Le préfet savait pertinemment que cette visite ne donnerait rien. Alors quelle était sa véritable volonté, si ce n'est de terroriser une famille innocente? Ou peut-être voulait-il me pousser à la faute pour qu'un agent m'élimine sur place? Comment mes enfants vont-ils grandir avec ces images? Les fusils d'assaut braqués sur eux, leur père en caleçon, menotté à genoux dans le sable. Vous savez que la vie s'écrit à l'encre indélébile, et ces images resteront gravées à jamais dans leur mémoire. Je ne tolérerai jamais qu'on ait braqué mes enfants alors que je suis innocent. Si j'avais commis la moindre faute, j'aurais été prêt à l'assumer et à rendre des comptes au nom du peuple français. Mais je ne peux supporter qu'on vienne terroriser ma famille en usant de prétextes fallacieux pour qu'au final, aucun élément soit trouvé en relation avec ces mensonges abominables et que la police reparte comme elle était venue, à l'exception faite de ma porte cassée, mais surtout du traumatisme laissé sur place. Un tel comportement n'est plus machiavélique, mais purement diabolique. Il y a quelques années, Stéphane Blanchet, maire de Sevran, avait menti à un juge pour exposer des enfants au terrorisme de la rue par l'expulsion du logement qu'ils occupaient avec leur mère. Aujourd'hui, c'est le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Jacques Witkowski, qui a menti à un juge pour s'adonner au terrorisme administratif infligé à tort à mes enfants par cette violence physique et psychologique. On voit là aussi que les mensonges de Stéphane Blanchet ont contribué au braquage de ma femme et de mes enfants. Je sais qu'en off, comme on le dit familièrement, en 2020, certains élus de Sevran ont fait une campagne de dénigrement à mon encontre en disant que j'étais fiché S, donc un individu dangereux. Mais vous savez aujourd'hui sur quels éléments mensongers ces personnes se sont appuyées pour me calomnier. Ce qui a été commis est impardonnable. Mais je reste fidèle à mes valeurs. On ne lave pas du sang avec du sang. J'utiliserai donc tous les moyens républicains pour que les personnes coupables et complices de ces infractions les plus graves soient jugées au nom du peuple français. Et je ne peux me contenter d'aller au tribunal administratif. La situation est bien trop grave pour me présenter devant une simple juridiction civile. Seule la juridiction pénale peut statuer sur mon dossier. Soit je mens, et j'accepterai dans ce cas d'être condamné pour dénonciation calomnieuse, et qu'on m'enferme pour avoir commis une entorse à notre pacte républicain en étant lié à une activité terroriste. Soit je dis la vérité, et il sera difficile de dire le contraire. Et dans ce cas, les personnes qui ont organisé cette cabale administrative contre moi et ma famille doivent rendre des comptes et être condamnées au nom du peuple français pour avoir terrorisé une famille totalement innocente. La justice pénale dispose de tous les moyens d'investigation nécessaires à la manifestation de la vérité. Je veux qu'ils soient utilisés pour laver cet affront, réparer cette injustice et redorer le blason de notre République. Car oui, malgré cette injustice flagrante, je continue à croire fermement aux valeurs de notre société et ne ferai jamais l'amalgame entre une institution qui se veut vertueuse et des individus mal intentionnés qui abusent de leur autorité que leur confère leur fonction. Pour rappel, l'article 12 de la DDHC dispose que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Alors oui, j'ai embrassé une religion sans jamais bafouer la loi au sein de ma nation. Oui, je suis militant politico-judiciaire souhaitant détruire la misère dans le prolongement du combat de Victor Hugo. Oui, j'ose dénoncer des faits constitutifs d'infractions pénales extrêmement graves afin de réconcilier le peuple et ses représentants par un exercice de probité politique. Mon engagement au service de la solidarité
et reconnu par certaines des plus hautes autorités d'État. Et malgré tout cela, je suis entravé dans mon droit naturel, imprescriptible, inaliénable et sacré de ma liberté, et victime d'un terrorisme administratif intolérable qui a frappé ma famille de plein fouet. En tant qu'époux, en tant que père de famille, je mènerai ce combat jusqu'à ce que l'État présente officiellement ses excuses à ma femme et mes enfants. Je le mènerai jusqu'à ce que mon acolyte soit rétabli dans sa dignité, son honneur et sa réputation, que sa fiche soit tout simplement effacée et qu'il ne craigne plus pour sa vie à cause de mensonges éhontés. Je me battrai jusqu'à ce que mon honneur, ma dignité et ma réputation me soient rendus et que je sois réparé du préjudice colossal engendré par cette injustice indigne de notre République démocratique. Mais je vous mentirais si je vous disais ne pas m'inquiéter parfois de quelle sera la prochaine étape qu'ils oseront franchir. La mort naturelle m'attend comme tout un chacun. C'est le cycle naturel de la vie. Et certaines personnes vont-elles décider volontairement d'avancer la date de mon rendez-vous avec celle-ci? Quelle ligne rouge va encore être franchie à l'avenir si je poursuis mon combat républicain pour la dignité et l'égalité en droit? Nous le verrons, car je ne compte pas m'arrêter tant que cette injustice ne sera pas réparée. Vos témoignages, votre soutien et vos marques d'affection m'encouragent chaque jour à travailler davantage pour que notre société malade guérisse au plus vite. J'ai pour coutume de rappeler que Montesquieu disait « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». Cette injustice qui me touche de plein fouet représente, si elle n'est pas combattue et interrompue sans délai, une menace à tout citoyen français qui, de facto, peut être victime d'un abus d'autorité majeur basé sur le mensonge et la calomnie. Quel principe démocratique peut justifier qu'une simple suspicion provoque une incarcération, une détention ou une rétention sans être passé au préalable devant le juge? Va-t-on bientôt enfermer des gens car on les suspecte de potentiellement être susceptibles de vouloir voler quelque chose dans un magasin alors qu'ils n'ont jamais volé de leur vie? C'est comme si une école organisait une fête de fin d'année et qu'on privait un enfant d'y participer car on le suspecte de potentiellement vouloir voler des bonbons à cette occasion alors qu'il n'a jamais été puni ni même envoyé dans le bureau du directeur pour une quelconque entrave au règlement intérieur de l'école. On lui sommerait même de rester chez lui ce jour-là en l'empêchant d'aller jouer dans une aire de jeu ou de se rendre à l'une de ses activités extrascolaires. Comment le vivriez-vous en tant que parent? Quel traumatisme cela pourrait-il causer chez l'enfant privé injustement de cette fête avec ses amis? Quel sentiment cela pourrait-il engendrer chez une personne dont la résilience n'est pas optimisée? Ceci est contraire à toutes nos lois et donc à l'expression de la volonté générale du peuple. Ces mesures ont des conséquences dramatiques sur ma vie de tous les jours, tant au niveau personnel, familial, professionnel, ainsi qu'au niveau de mon engagement associatif et politique, qui est entravé par cette rétention administrative caractérisée par cette détention communale. Je n'ai pas pu prendre de vacances ni partir ne serait-ce qu'un week-end avec ma femme et mes enfants. Je ne peux aller visiter mes sœurs pourtant dans une situation médicale très délicate. Je n'ai pas pu participer au stage de football organisé par l'académie à laquelle j'appartiens. Les activités associatives sont mises en suspens. Les rencontres déterminantes que j'avais de programmer cet été, qu'elles soient associatives ou politiques, n'ont pu être honorées. Les conséquences sont importantes, sans bien sûr parler du traumatisme avec lequel mes enfants vont devoir grandir. Je souhaite par ce combat montrer à mes enfants que dans cette République, les gens ne tolèrent pas ce genre de pratique et se montrent solidaires d'une famille terrorisée par des autorités qui abusent de leur pouvoir. Et comme l'exposition fait l'éducation, je ne veux pas que mes enfants évoluent avec le sentiment d'une République qui n'est pas à la hauteur de ses principes. Je veux leur montrer qu'il existe un fossé entre ces personnes qui usent de leur autorité à des fins criminelles et la solidarité qui peut exister au sein de la nation française. Je sais également ne pas être le seul dans cette situation, bien que je sois certainement le seul élu de la République à avoir fait l'objet d'une micasse et d'une perquisition administrative domiciliaire. Certains de nos concitoyens n'ont pas nécessairement les armes juridiques pour lutter contre ces pratiques. C'est donc aussi pour toutes ces familles bafouées injustement dans leurs droits que je veux mener ce combat afin que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Pour conclure, j'aimerais rappeler certains principes constitutionnels de notre République et vous partager quelques passages d'un rapport parlementaire que mon acolyte a trouvé lors de ses recherches. L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la DDHC, dispose que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mon droit à la liberté n'est pas conservé, mais il est piétiné et bafoué. L'article 4 de la DDHC dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Je ne représente aucune nuisance pour autrui et n'ai commis aucune infraction. Ma liberté ne peut donc être entravée arbitrairement de la sorte. L'article 5 de la DDHC expose « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. N'ayant commis aucune action défendue par la loi, je ne peux être contraint de la sorte. » L'article 7 de la DDHC dispose que nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Les personnes qui sont à l'origine de cet arrêté ministériel doivent être punies. La justice pénale devra utiliser tous ses moyens d'investigation pour parvenir à la manifestation de la vérité. L'article 9 de la DDHC dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. L'article 10 de la DDHC, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Il est clairement établi que mes convictions militantes, politiques et même religieuses n'ont jamais troublé l'ordre public établi par la loi. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Par cette nicasse, je suis discriminé dans mes droits et ne bénéficie pas de l'égalité en droit sacralisée dans les textes déclaratifs à portée universelle. L'article 13 de la DUDH expose « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État ». Ces valeurs constitutionnelles ont largement été reprises dans un rapport parlementaire qui précise notamment que, sur le plan juridique, tout d'abord, fonder des décisions administratives, quelles qu'elles soient, sur une simple inscription dans un fichier de police, qu'il s'agisse du FPR ou du FSPRT, serait contraire aux droits de l'Union européenne. L'article 22 du règlement 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 interdit en effet toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques le concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. L'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose qu'aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Eu égard à la nature des données susceptibles d'être contenues dans le FPR comme dans le FSPRT, dont certaines relèvent de la catégorie des données sensibles, il ne saurait donc y avoir, pour ces fichiers, sans violer le droit de l'Union européenne, d'exception au principe d'interdiction de fonder des décisions administratives sur la base de la seule inscription au fichier. Le placement en rétention administrative ou sous surveillance électronique de personnes en raison de leur seule inscription au sein d'un fichier présente, en outre, des risques importants d'inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a en effet d'ores et déjà reconnu une portée constitutionnelle au principe d'impossibilité de fonder une décision administrative sur la seule inscription dans un fichier de police.
Le Conseil constitutionnel a estimé qu'à défaut, les dispositions auraient porté atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes qui découlent des articles 2, 4, 9 et 16 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au demeurant, il fait peu de doute que la mise en œuvre de mesures de privation de liberté, à titre préventif, à l'encontre de personnes radicalisées présentant des indices de dangerosité et connues comme telles par les services de police, serait déclarée contraire à la Constitution, notamment à son article 66 qui dispose que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Toute autre mesure privative de droit prise sur la base d'un simple fichage au soupçon encourrait un risque d'inconstitutionnalité. La fiche S, cette fameuse fiche S, est un outil de signalement mais ne constitue ni un indicateur de dangerosité, ni une preuve de culpabilité. Dès lors, la mise en œuvre, à des fins de prévention des atteintes à la sécurité et à l'ordre public, d'une mesure restrictive de liberté sur la base de la simple inscription au fichier sans que celle-ci suffise à établir la menace à l'ordre public, serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Si des mesures administratives de prévention des actes de terrorisme peuvent bien évidemment d'ores et déjà être prononcées à l'encontre d'individus qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, cette menace doit être établie par des éléments objectifs et non par une simple inscription dans un fichier de soupçon. Régulièrement mentionnée à chaque arrestation ou libération, l'existence ou non d'une fiche S n'est pourtant d'aucune utilité pour les autorités judiciaires, ni au stade de l'enquête, ni au stade du jugement, ni en matière d'application des peines. Lors de son audition par votre groupe de travail, le procureur de la République de Paris, qui dispose d'une compétence nationale spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme, a rappelé que la fiche S, par la diversité des publics concernés, ne pouvait pas être considérée par ses services comme un indice de culpabilité. En raison de sa nature même, la fiche S ne peut pas être un élément pris en compte par les autorités judiciaires dans la judiciarisation ou non de faits répréhensibles. Voilà pour cette vidéo, assez longue, tout en m'étant concentré sur l'essentiel, car il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Je vous demande par solidarité de bien vouloir la commenter, la partager, la faire connaître, afin que nos autorités d'État cessent d'ignorer, oublier et surtout mépriser nos droits les plus sacrés. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce combat et je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien.